Le 6 juin 1944, l'aube peinait à percer à travers le brouillard épais qui recouvrait la mer, alors que 14 000 soldats canadiens se préparaient à débarquer sur la plage de Juneau. Les hommes, frigorifiés et trempés par les embruns projetés par la mer déchaînée, s'accrochaient au bord de leurs canots de débarquement. Sur leurs visages, on pouvait lire la détermination. Chacun de ces soldats faisait partie de l'opération la plus ambitieuse de l'histoire, une attaque visant à percer la défense allemande sur le littoral français. Mais la tâche n'allait pas être simple. Ils s'apprêtaient à affronter un mur de fer et de feu. À exactement 7h45, lorsque la première vague de troupes amorça son approche finale vers la côte, les Canadiens entendaient déjà les premiers tirs lointains des mitrailleuses allemandes. À travers le brouillard et la fumée, les blocs de béton gris des bunkers apparaissaient à l'horizon, un sinistre rappel du défi qui les attendait. Les embarcations secouées par les vagues s'avançaient vers le rivage, et les hommes se préparaient à ce qui allait arriver. Ils entendaient le bruit des balles traçantes fendant le ciel, illuminant le ciel gris comme des lucioles mortelles. Le major-général Rod Keller, à bord du navire de commandement, observait attentivement. Son cœur battait la chamade en voyant les premiers canaux de débarquement se frayer un chemin à travers les vagues tumultueuses. Les soldats à bord des embarcations semblaient se diriger tout droit vers un fourreau de feu. Les mitrailleuses allemandes crachèrent déjà leur déluge de balles. Mais Keller avait un plan. Il avait étudié les opérations précédentes, notamment la désastreuse tentative des Canadiens sur la plage de DEP 2 ans plus tôt. Là-bas, ils avaient agi avec trop de prudence, trop lentement, et les conséquences avaient été catastrophiques. 68% des Canadiens engagés dans cette opération avaient été tués, blessés ou capturés en quelques heures de seulement. Mais aujourd'hui, Keller était prêt à agir différemment. Il n'allait pas suivre la doctrine standard. Il avait observé le problème de DEP de près. Les Canadiens avaient respecté les règles des manuels, avançant de manière méthodique et lente, attendant entre chaque vague de soldats pour consolider leur position. Cela avait été une erreur. Cela leur avait donné aux Allemands suffisamment de temps pour repositionner leur feu et détruire chaque groupe isolé un par un. Aujourd'hui, tout serait différent. Keller avait élaboré un plan qui allait à l'encontre de tout ce qu'on enseignait. Il avait décidé de ne pas attendre. Ces soldats ne devaient pas s'arrêter. Chaque 30 secondes, une nouvelle vague. Les canaux de débarquement ne devaient pas attendre, ils devaient s'enchaîner presque immédiatement. Les Canadiens ne devaient pas seulement débarquer, ils devaient courir à travers l'eau aussi vite que possible. Cette stratégie allait à l'encontre de tout ce que la doctrine militaire préconisait, et de nombreux commandants américains et britanniques étaient sceptiques. Ils pensaient qu'une telle approche entraînerait le chaos. Mais Keller avait un soutien précieux. L'amiral Percy Nellis, à la tête de la marine royale canadienne, croyait en ce plan. Il l'avait soutenu parce qu'il avait lui aussi étudié les erreurs de DEP et était parvenu aux mêmes conclusions. Il utilisa son influence pour que Keller puisse entraîner ses troupes à cette nouvelle méthode agressive. Pendant 6 mois, la 3e division d'infanterie canadienne s'entraîna selon cette nouvelle méthode. Ils apprenaient à bouger rapidement, à ignorer l'instinct de se mettre à couvert. Ils apprenaient à avancer même quand cela semblait faux. Les soldats savaient que cette approche était différente de tout ce qu'ils avaient appris. Certains avaient peur, d'autres pensaient que c'était de la folie, mais ils faisaient confiance à Keller et se souvenaient de DEP. Et maintenant, alors que les canaux de débarquement approchaient de la plage de Juneau, Keller observait la première vague se jeter sur le sable. À 7h55, les premiers soldats mettaient le pied à terre et les canons allemands ouvrirent le feu. Le bruit était assourdissant. Des explosions projetaient du sable et de l'eau en l'air. Les mitrailleuses formaient un mur de balles. Mais les Canadiens ne s'arrêtèrent pas. Ils ne ralentirent pas. Ils avançaient à travers la fumée et le feu. 30 secondes plus tard, la suivante vague déferlait sur la plage. Puis une autre, et encore une autre. Keller se tenait à bord du navire de commandement et observait son plan devenir réalité. Tout dépendait des minutes suivantes. Soit sa théorie était correcte, soit il avait envoyé 14 000 hommes dans un abattoir pire que celui de DEP. Les détails techniques du plan de Keller allaient à l'encontre de tout ce que les manuels militaires recommandaient. La doctrine standard stipulait que les vagues de débarquement devaient être espacées de 3 minutes. Cela permettait aux troupes de se consolider et donnait au commandant le temps d'évaluer la situation. Keller avait décidé que ses troupes devaient avancer sans relâche. Chaque 30 secondes, de nouveaux canaux, de nouveaux soldats, une nouvelle vague.
La plage ne serait jamais vide, mais elle ne serait jamais non plus surpeuplée. C'était comme une rivière de troupes qui coulait sans cesse, emportant tout sur son passage et donnant aux Allemands très peu de chances de percuter leur cible. Alors que la première vague continuait de débarquer et que le chaos semblait s'intensifier sur la plage, Keller observait avec une attention extrême chaque mouvement de ses troupes. Les premiers soldats étaient déjà en train de se déplacer au-delà de la ligne de feu, ignorant les éclats d'obus et les balles qui fendaient en l'air autour d'eux. Leur détermination était palpable. Ce n'était pas une simple attaque, c'était un assaut stratégique qui redéfinissait les règles de la guerre. La plage de Juno, ce terrain que tout le monde considérait comme impossible à percer, semblait désormais à portée de main. Les canons allemands rugissaient, à chaque seconde, projetant des vagues de destruction autour des soldats canadiens qui, bien que poussés à bout, continuaient d'avancer. La mer autour d'eux se teintait de rouge, mais les troupes ne ralentissaient un pas. Leur élan était inébranlable, la peur n'était qu'une ombre lointaine. Ce qu'ils avaient appris dans les mois précédents, ce que Keller leur avait transmis dans ses méthodes d'attaque, commençait à porter ses fruits. Les canons de défense allemands, bien qu'efficaces, se retrouvaient incapables de suivre le rythme effréné des vagues canadiennes. Chaque unité qui débarquait se fondait immédiatement dans l'élan collectif, contournant les obstacles, détruisant les bunkers à coups de charge, balayant tout sur leur passage. La surprise et la vitesse de l'attaque désorientaient les Allemands, qui étaient préparés à un assaut plus lent, plus méthodique. À 8 heures, à peine 15 minutes après le premier débarquement, des rapports de reconnaissance indiquaient que les Canadiens avaient déjà percé 2 kilomètres à l'intérieur des terres. C'était un exploit que l'on n'aurait jamais cru possible dans de telles conditions. Aucune autre plage d'invasion ne voyait ce genre de progression aussi rapide. L'attaque canadienne était une tornade de feu et de métal qui balayait tout sur son passage. Les tanks spéciaux, surnommés Hobart's Funnies, qui avaient été déployés en grand nombre, jouaient un rôle essentiel dans cette percée. Ces tanks n'étaient pas des machines classiques de guerre. Certains étaient équipés de tambours rotatifs pour déminer la plage, d'autres portaient des lance-flammes et certains étaient armés de mortiers ou de grandes quantités de béton pour créer des ponts temporaires. Chaque type de véhicule se battait de manière cohérente avec les objectifs de l'assaut, en maintenant la pression sans relâche sur les positions allemandes. Les soldats canadiens, armés de grenades, de fusils et protégés par des blindages improvisés, avançaient sans cesse. Leurs visages étaient marqués par l'effort et la souffrance, mais ils ne se laissaient pas abattre. Ils étaient tous animés par la même volonté, ne pas se laisser arrêter. L'idée même de se replier était inconcevable. L'attaque canadienne, bien que jugée imprudente par les experts avant le débarquement, était désormais vue sous un autre jour. Le général Omar Bradley, qui supervisait les forces américaines, ne pouvait que regarder, incrédule, les rapports qui lui parvenaient. Il avait observé les Canadiens à l'œuvre toute la matinée et il ne croyait pas ce qu'il voyait. Les Canadiens étaient en avance sur les autres secteurs d'assaut et à un rythme qu'aucun autre corps militaire n'avait réussi à atteindre. À 9 heures, les premières vagues de soutien arrivèrent sur la plage. Plus de soldats, des munitions, de l'équipement. Mais le plus étonnant, c'était que le principal objectif des Allemands, à savoir stopper les Canadiens au niveau de la plage, n'avait pas été atteint. Alors que les Canadiens progressaient d'alarme toujours vers l'intérieur des terres, les positions ennemies étaient lentement mais sûrement écrasées. Les Allemands, qui s'étaient préparés pendant des années, se retrouvaient pris de court. Les Canadiens, animés par une urgence palpable, ne se permettaient aucune pause. Leurs officiers criaient des ordres à travers la fumée, poussant leurs hommes toujours plus loin. Aucun homme ne s'arrêtait. Même les blessures ne ralentissaient pas l'avance, et les soldats qui avaient perdu leurs camarades se battaient avec une détermination presque surnaturelle. La plage, qui avait été une forteresse allemande imprenable, devenait un point de transit pour des renforts, des munitions et des véhicules. À 9h30, à 9h30, alors que les premières unités atteignaient les premières lignes de résistance dans la ville voisine de Courseulles-sur-Mer, un rapport choquant arriva. Les Canadiens avaient pénétré à l'intérieur de la ville avec une rapidité étonnante. Là où d'autres armées auraient pris des jours pour sécuriser une ville fortement défendue, les Canadiens avançaient à toute vitesse, utilisant les blindés et les troupes d'infanterie pour neutraliser les résistances. La guerre urbaine, où chaque coin de rue pouvait cacher une embuscade, devenait une autre facette de la stratégie de Keller. La progression rapide des Canadiens commençait à déranger les généraux alliés. Les messages urgents envoyés à Keller lui signalaient que son approche non conventionnelle pourrait entraîner un effondrement des lignes. Mais Keller restait calme, concentré,
en observant les résultats. À 10 heures, les rapports des unités avancées révèlent une autre victoire. Plus de 200 fortifications allemandes avaient été capturées ou détruites, et les pertes canadiennes étaient bien inférieures aux prévisions initiales. Là où les experts s'attendaient à des pertes catastrophiques, la réalité était tout autre. Environ 30 à 35% de pertes, bien en deçà des 60 à 70% attendus. La rapidité avec laquelle les Canadiens avaient percé l'Atlantic Wall commençait à marquer l'histoire. Non seulement leur approche tactique était révolutionnaire, mais elle se montrait aussi incroyablement efficace. Les Américains, qui avaient initialement critiqué la méthode de Keller, commencèrent à revoir leur position. À 11 heures, les ponts temporaires pour Jeddah étaient en place. La traversée du fleuve Salz, qui aurait dû ralentir les forces alliées pendant des jours, était désormais possible en quelques heures. Les Canadiens avaient franchi l'obstacle. Les Allemands, toujours dans l'incertitude, perdaient leurs positions clés une par une. À midi, les Canadiens avaient non seulement atteint leurs objectifs initiaux, mais les rapports en provenance de l'avant indiquaient qu'ils avaient déjà percé jusqu'à 9 km à l'intérieur des terres. La plage de Juno, l'une des plus défendues, était désormais presque entièrement sous leur contrôle. Les fortifications allemandes, qui avaient été censées résister à une attaque massive pendant des jours, étaient écrasées, abandonnées ou, dans certains cas, envahies par les soldats canadiens. Les premières unités de soutien avaient maintenant débarqué en masse, et le flot incessant de renforts continuait de dévaler la plage. Les équipes d'ingénieurs canadiens, déjà en action depuis les premières vagues, s'étaient attaquées à l'enlèvement des mines, à l'installation de ponts temporaires et à l'élimination des derniers obstacles sur le chemin de l'armée. La progression était implacable. Le paysage normand, d'abord fermé, à peine reconnaissable sous la fumée et le feu, commençait à se clarifier à mesure que les troupes s'enfonçaient dans les terres et l'air, auparavant saturé de la puanteur de la guerre, se remplissait désormais du bruit des moteurs et des voix des soldats. L'attaque s'était transformée en un véritable mouvement d'occupation, les soldats canadiens nettoyant systématiquement chaque position allemande sur leur passage. Les villes voisines de Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer, où les soldats allemands tenaient encore quelques poches de résistance, commençaient à être isolées. L'approche du général Keller, qui mettait l'accent sur la vitesse et l'agression, s'avérait non seulement un pari risqué, mais aussi une manœuvre tactiquement parfaite. Les Allemands n'avaient pas le temps de se regrouper ni d'organiser une riposte efficace. À 13 heures, les Canadiens avaient capturé ou neutralisé plus de 400 positions fortifiées ennemies. La résistance allemande commençait à s'effondrer sous la pression constante des attaques canadiennes. Là où les autres plages de débarquement avaient connu une avancée plus lente, souvent bloquée par des tirs nourris et des lignes de défense tenaces, les Canadiens étaient déjà sur le point de franchir les premières lignes de la campagne de libération. La radio des commandants alliés Chamanah, qui avait d'abord rapporté les inquiétudes au sujet de l'approche audacieuse de Keller, changeait de ton. Les premières équipes d'observateurs américains et britanniques se retrouvaient à analyser les résultats de la première phase du débarquement. Ils étaient stupéfaits par l'efficacité de l'attaque. En voyant les Canadiens avancer sans ralentir, comme une marée implacable, certains commencèrent à réévaluer leur propre stratégie. L'attaque à grande vitesse que Keller avait orchestrée semblait désormais non seulement viable, mais essentielle. À 14 heures, quelque chose d'inattendu se produisit. Un officier allemand se présenta sous drapeau blanc dans le secteur canadien, cherchant à engager des négociations. C'était un major de la 716 division d'infanterie allemande et il expliqua que son régiment entier, composé de plus de 800 hommes, était prêt à se rendre. Ils étaient écrasés par la rapidité et l'intensité de l'attaque canadienne, et selon lui, ce qu'ils avaient vu de l'attaque ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient affronté auparavant. La nouvelle de la reddition d'un régiment entier se propagea rapidement dans les rangs allemands. De plus en plus de soldats allemands se rendaient. D'autres tentatives de résistance étaient écrasées avec une efficacité impitoyable. La 716 division, censée tenir la côte pendant plusieurs jours, se disloquait sous la poussée canadienne. Cette soudaine rupture du front allemand marqua un tournant dans l'après-midi. Les généraux alliés, à commencer par Bradley, observèrent désormais la scène, non pas avec méfiance, mais avec un respect renouvelé pour les méthodes canadiennes. Ce qu'ils avaient d'abord considéré comme imprudent, voire suicidaire, était en train de se transformer en l'un des plus grands succès de l'histoire de la guerre. Bradley, regardant à travers ses jumelles, murmura à ses officiers «
Les Canadiens se battent comme s'ils avaient quelque chose à prouver. À 15 heures, plus de 2000 soldats allemands se rendirent dans le secteur canadien. De plus en plus de positions défensives étaient abandonnées à mesure que la pression canadienne devenait irrésistible. Cette rupture dans la résistance allemande permettait aux troupes alliées d'avancer beaucoup plus rapidement que prévu. Le mur de béton du mur de l'Atlantique, qui avait été vanté comme infranchissable par les Allemands, était maintenant percé en plusieurs endroits. La victoire sur Juno Beach était déjà un fait accompli. Dans l'après-midi, une nouvelle bataille éclata, cette fois contre des réservoirs allemands. La division blindée 21e Panzer, équipée de puissants tanks, s'avança vers le secteur canadien pour tenter de contenir l'avancée. Mais les Canadiens, ayant déjà pris une telle longueur d'avance, avaient éliminé de nombreux points de défense stratégiques. Les tanks allemands, cherchant à attaquer en mouvement sans position fixe, ne réussirent pas à percer les lignes canadiennes. Ce combat, plus confus et moins préparé, jouait en faveur des Canadiens. À 16 heures, plus de 340 des 574 positions fortifiées de l'ennemi dans le secteur canadien avaient été neutralisées. Certaines avaient été détruites par les blindés ou l'artillerie canadienne. D'autres avaient été capturées au prix de combats rapprochés. L'unité de Keller avait percé le mur de l'Atlantique et avancé sans relâche. À 17 heures, la situation avait radicalement changé. Le secteur de Juno Beach, qui était censé être le point le plus difficile à franchir, était désormais en grande partie sous contrôle canadien. La vague d'attaque qui semblait au départ suicidaire avait surpassé toutes les attentes. Les Allemands, à bout de souffle, avaient perdu toute cohérence dans leur défense. Les troupes canadiennes continuaient de se propager à travers le paysage normand, s'imprégnant de chaque ruelle, de chaque bâtiment qu'elles prenaient d'assaut avec une ferveur dévastatrice. À ce moment-là, les premiers rapports de la ville de Courseulles-sur-Mer, qui était l'une des principales zones de résistance allemande, faisaient état de la libération partielle de la ville. Les troupes canadiennes s'étaient infiltrées au cœur des positions ennemies, et bien que les combats en zone urbaine aient été intenses, ils n'avaient pas ralenti la progression. Les tanks, en soutien aux troupes d'infanterie, écrasaient les derniers obstacles tandis que les canons d'assaut détruisaient les positions fortifiées dans les bâtiments. Les Allemands étaient acculés, incapables de résister face à l'élan impitoyable des Canadiens. En parallèle, le travail des équipes d'ingénieurs canadiens était essentiel pour maintenir le rythme effréné de l'attaque. Non seulement ils avaient sécurisé des zones stratégiques, mais ils avaient aussi mis en place des ponts temporaires et supprimé des mines en un temps record, permettant à l'infanterie et aux tanks de continuer leur avancée sans être freinés par des obstacles logistiques. L'efficacité des Canadiens, tant sur le plan tactique que logistique, se faisait sentir. La force de l'élan, l'absence de pause et la dévastation constante avaient forcé l'ennemi à se retirer dans un chaos indescriptible. Les forces canadiennes avançaient si rapidement que l'artillerie allemande, qui aurait dû être un des piliers de leur défense, n'était plus en mesure de riposter efficacement. Les positions stratégiques, autrefois bien protégées par des bunkers et des tranchées, tombaient une après l'autre, et avec elles, la détermination des soldats allemands. Les Canadiens avaient non seulement brisé les lignes de défense, mais ils faisaient également face à un ennemi démoralisé qui se rendait en nombre croissant. À 18 heures, plus de 4000 soldats allemands avaient déjà capitulé. La vitesse d'exécution de l'attaque canadienne surpassait celle des autres plages de débarquement. À Omaha, les forces américaines étaient encore embourbées dans une bataille sanglante pour sécuriser leur zone de débarquement, tandis qu'à Utah, les soldats avaient à peine franchi les premières de lignes ennemies. En revanche, les Canadiens, en l'espace de quelques heures, avaient repoussé les Allemands jusqu'à des positions reculées, éliminant les poches de résistance une à une. Les rapports qui arrivaient des différents commandants alliés étaient unanimes. La tactique de Keller, qui avait été jugée risquée et incertaine, était en train de se révéler non seulement viable, mais également cruciale. Les militaires qui avaient critiqué son audace au début de l'opération commençaient maintenant à réévaluer l'ampleur du succès qu'il avait orchestré. À 19 heures, alors que les troupes canadiennes s'enfonçaient dans le cœur de la campagne normande, un nouvel élément se faisait sentir. Les civils français, qui avaient été sous le joug de l'occupation allemande pendant plus de 4 ans, commençaient à sortir de leurs cachettes, joyeux et excités, apportant nourriture, vin et tout ce qu'ils pouvaient trouver pour célébrer la libération. Les drapeaux français apparaissaient dans les rues, flottant au vent comme un symbole de l'espoir retrouvé. Le moral des troupes alliées était à son apogée alors qu'elles traversaient les villages libérés.
Cependant, le commandement allié savait que la situation restait fragile. Bien que l'avancée canadienne fût exceptionnelle, les Allemands n'avaient pas dit leur dernier mot. Les rapports faisaient l'état de la préparation d'une contre-attaque imminente. Les réserves allemandes, en particulier la 21e division blindée, se déployaient rapidement. Keller et ses officiers savaient que le succès rapide pouvait jouer en leur faveur, mais ils étaient loin d'être hors de danger. Chaque heure comptait. À 20 heures, alors que les Canadiens progressaient encore plus loin, les premières escarmouches avec les troupes blindées allemandes eurent lieu. Les combats étaient intenses et les réservoirs allemands tentaient de percer les lignes canadiennes. Mais les Canadiens, soutenus par leurs blindés et leurs armes anti-chars, tenaient des bons. Chaque attaque allemande était repoussée, et chaque tentative de résistance semblait plus désespérée que la précédente. À 21 heures, la ligne de front se stabilisait. Les Canadiens avaient non seulement pris la plage de Juno, mais ils avaient percé le mur de l'Atlantique et repoussé les Allemands plus profondément dans la France occupée que prévu. Le général Bradley, observant les rapports depuis son navire, ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par l'audace et la détermination des Canadiens. Il savait qu'il était témoin d'un tournant historique. Le commandant Keller, bien qu'épuisé par la journée de combats intenses, restait concentré sur l'objectif suivant. Alors que la nuit tombait, il donnait déjà ses ordres pour la progression du lendemain. Les Canadiens avaient démarqué l'histoire par leur rapidité et leur force, mais la guerre n'était pas encore gagnée. Ce n'était que le début d'une campagne qui allait durer encore plusieurs semaines, mais le premier grand pas venait d'être franchi. Alors que la nuit commençait à tomber sur le champ de bataille, les Canadiens continuaient d'avancer sans relâche. Les positions allemandes étaient désormais en ruine, et l'ennemi, bien que désorganisé et démoralisé, continuait à offrir une résistance désespérée. Mais la véritable surprise venait de la rapidité avec laquelle les Canadiens, en dépit de leur nombre inférieur, avaient réussi à franchir des obstacles qui auraient dû les ralentir pendant des jours. À 22 heures, une nouvelle directive du quartier général allié arriva. Les forces canadiennes étaient appelées à maintenir la pression sur les positions ennemies tout au long de la nuit. Le plan initial avait prévu une avancée plus graduelle, mais avec les succès de la journée, Keller et son état-major comprenaient que l'élément de surprise pouvait être exploité à son maximum. Les Allemands, déjà accablés, n'avaient pas le temps de se réorganiser ni de renforcer leurs lignes. Il fallait continuer à pousser, encore et encore. Les Canadiens, bien que fatigués par leurs efforts acharnés, savaient qu'ils ne pouvaient se permettre de s'arrêter. Le terrain qu'ils avaient conquis en quelques heures était crucial pour la suite des opérations. Chaque minute de retard permettrait à l'ennemi de reprendre pied et de réorganiser ses forces. Le général Keller ordonna ainsi à ses troupes de continuer leur avancée pendant la nuit, en dépit de l'obscurité et des obstacles naturels. Les premières Betjevag d'infanterie avancèrent dans la campagne normande, cherchant à sécuriser les zones les plus proches. Les tanks suivaient, appuyant les troupes tout en repoussant les dernières poches de résistance. Les bruits de la bataille, les moteurs des véhicules blindés, et les éclats des explosions se mêlaient à l'atmosphère déjà saturée de la journée. Les Canadiens étaient résolus à maintenir l'élan, et leurs officiers coordonnaient les mouvements avec une précision militaire. À minuit, les premiers rapports de reconnaissance arrivèrent. Les Canadiens avaient maintenant sécurisé une position stratégique à quelques kilomètres de l'important carrefour de Caen. La prise de ce carrefour serait essentielle pour couper les lignes de communication et de ravitaillement allemandes, affaiblissant encore plus la résistance allemande dans la région. L'avancée était rapide, mais les dangers étaient toujours omniprésents. Les Allemands, bien qu'en grande partie désorganisés, n'avaient pas abandonné l'idée d'une contre-attaque. Au même moment, un autre événement surprenant se produisit. Alors que la plupart des unités canadiennes se déployant dans des villages libérés ou traversaient les zones de terrain dégagées, les premiers groupes de civils français, qui avaient été terrifiés par l'occupation allemande, commencèrent à se montrer. Ils saluaient les Canadiens comme des libérateurs, offrant des vivres et des informations précieuses sur les mouvements des troupes ennemies. De nombreux soldats canadiens étaient bouleversés de voir des visages familiers, des habitants qu'ils avaient appris à connaître grâce aux rapports d'intelligence, leur offrir un accueil si chaleureux après des mois d'occupation nazie. À 2 heures du matin, la situation se stabilisait légèrement, mais la guerre n'était pas encore terminée. Les troupes allemandes, bien que débordées, avaient encore des réserves de force, notamment la redoutable division Panzer 21. Les rapports indiquaient que ces forces blindées se dirigeaient vers le secteur de Caen pour tenter de regagner du terrain. Cependant, les Canadiens, forts de leur rapidité, avaient déjà pris l'avantage sur le terrain.
L'infanterie canadienne, épaulée par des tanks, se préparait à recevoir les premiers assauts des blindés allemands. La tension était palpable alors que les soldats canadiens prenaient position. Les Alliés n'avaient pas encore reçu l'approbation complète pour lancer l'attaque contre Caen à grande échelle, mais les conditions de terrain et les faibles résistances allemandes permettaient aux Canadiens de s'étendre bien plus vite que prévu. Les mouvements étaient synchronisés, chaque unité avançant à un rythme qui semblait presque irréel pour les observateurs extérieurs. À 3 heures du matin, une escarmouche se produisit près d'un village isolé. Les unités canadiennes, sur la défensive après avoir pris de nombreuses positions, furent confrontées à un groupe de soldats allemands tentant de récupérer une position clé. Ce petit affrontement, bien qu'à une échelle modeste par rapport aux grandes batailles de la journée, attira toute l'attention des commandants canadiens qui savaient que ces moments de calme pouvaient se transformer en un déchaînement de violence à tout moment. Ce fut un rappel brutal que même si la marée semblait tourner en leur faveur, le chemin vers la victoire serait pavé de défis imprévus. Le moral des troupes alliées était élevé, mais la fatigue accumulée devenait de plus en plus évidente. Les Canadiens qui avaient tant déjà accompli l'inimaginable ce jour-là, étaient déterminés à ne pas laisser la victoire leur échapper maintenant. Les lignes de ravitaillement s'étiraient sur des kilomètres à travers le terrain occupé, mais les Canadiens savaient qu'ils devaient en tenir encore quelques heures. La contre-attaque allemande, bien qu'inévitable, serait retardée autant que possible. L'arrivée de nouveaux renforts britanniques et américains, au fur et à mesure de la progression canadienne, ajoutait à l'optimisme général. Le secteur de Juno, qui avait commencé comme un point de pression difficile, devenait progressivement un symbole d'efficacité et de persévérance. La clé du succès, comme Keller l'avait toujours soutenu, était la rapidité et la continuité du mouvement. La guerre était loin d'être terminée, mais ce jour-là, les Canadiens avaient prouvé que, même dans les moments les plus sombres, la volonté humaine pouvait surmonter les obstacles les plus imposants. Le 7 juin 1944, à l'aube, la lumière du matin se leva sur un champ de bataille qui semblait irréel. La mer, calme après les tourments de la veille, reflétait la lumière du soleil, mais les ombres laissées par les combats de la veille étaient partout. La plage de Juno, désormais occupée par les Canadiens, était un lieu de transition, d'espoir, mais aussi de douloureuses pertes. Les combats intenses de la veille avaient laissé de profondes marques, mais les Canadiens n'étaient pas du genre à s'attarder sur les pertes. Ils avaient une mission, et la mission n'était pas encore terminée. Dès les premières heures de la journée, les Canadiens reprenaient leur avancée. Leurs objectifs étaient clairs: isoler le secteur de Caen, détruire les derniers foyers de résistance allemande et sécuriser les voies d'approvisionnement pour les forces alliées qui suivaient. Mais la tâche ne serait pas facile. Les Allemands avaient entamé une repliation désordonnée, mais les unités de la 21e division Panzer, redoutable tank allemand, se rapprochèrent rapidement. Keller, qui avait donné des ordres pour une offensive continue, se tenait à son poste de commandement, les yeux rivés sur les rapports qui arrivaient. Malgré la vitesse de l'avancée canadienne, il savait que les réservoirs allemands restaient une menace sérieuse. Il avait ordonné à ses troupes d'être prêtes à affronter cette contre-attaque imminente, mais il comptait également sur la surprise et la rapidité pour maintenir son avantage. Le terrain était maintenant parsemé de positions ennemies abandonnées, mais des poches de résistance résistaient encore ici et là. Les soldats canadiens, bien qu'épuisés par les combats incessants de la veille, gardèrent leur morale. Ils savaient que la guerre était loin d'être gagnée, mais leur succès en ce jour historique sur Juno Beach leur donnait une grande confiance. L'attaque de la veille, qui avait été un pari risqué, avait payé. La clé du succès de la première journée, selon les évaluations de Keller, avait été le maintien d'un rythme constant et implacable. Il avait compris que les Allemands, même avec leurs puissantes fortifications, n'étaient pas prêts à faire face à cette forme de guerre rapide et sans pause. À 8 heures, les premières escarmouches se produisirent. Un groupe de soldats canadiens s'approchait du village de Caen lorsque des éclats de balles allemandes commencèrent à fendre l'air. Les positions allemandes étaient toujours actives, et la contre-attaque allemande s'annonçait violente. Les Canadiens réagirent immédiatement. Sous le commandement de leurs officiers, ils avancèrent avec une rapidité déconcertante. Les soldats quadruplés, qui étaient épuisés et couverts de boue depuis la veille, se tenaient un droit et repoussaient toute tentative de contre-offensive avec une efficacité surprenante. À 9 heures, les tanks canadiens, soutenus par des unités blindées, attaquaient les positions allemandes qui résistaient encore. Une bataille acharnée se déroulait sur le terrain ouvert
autour de camps avec des explosions qui déchiraient le sol. L'arsenal canadien se révélait une arme décisive. Les blindés canadiens, armés pour la guerre urbaine, se déployaient avec une habileté qui surprenait même les observateurs les plus aguerris. Ils prenaient d'assaut les positions ennemies avec une grande audace, ne laissant pas de temps aux Allemands pour s'organiser. Les pertes étaient inévitables des deux côtés, mais la ligne canadienne continuait d'avancer. À 10 heures, les troupes canadiennes avaient décapturé plusieurs villages et approchaient dangereusement de la périphérie de Cannes. Le plan initial, qui prévoyait une progression plus lente sur plusieurs jours, était désormais mis de côté. La rapidité des Canadiens, leur approche agressive, avaient déjà fait de cette offensive un succès incontestable. Le mur de l'Atlantique se disloquait sous la pression incessante, et les positions stratégiques s'effondraient à chaque nouvelle heure. À 11 heures, alors que les Canadiens progressaient encore plus loin, un événement inattendu survint. Un groupe de soldats allemands, fatigués et perdus, émergea du chaos et se rendit à un poste canadien. Ils expliquèrent qu'ils faisaient la partie de la 716 division d'infanterie et qu'ils n'avaient pas eu d'ordre de se retirer. Les Canadiens les accueillirent sans animosité, mais la reddition allemande était un autre signe de l'efficacité de l'attaque. Ces soldats avaient perdu toute motivation à continuer de se battre, et le moral des troupes canadiennes était de plus en plus élevé. Il était désormais évident que l'attaque de Juno Beach avait non seulement brisé la défense allemande, mais qu'elle avait également semé la confusion et la peur parmi les troupes ennemies. L'après-midi arriva avec son lot de nouvelles directives. Le général Keller reçut l'ordre de poursuivre l'attaque en direction de Carentan et de Saint-Lô. Mais la situation devenait de plus en plus complexe à mesure que les troupes canadiennes s'enfonçaient plus profondément dans les terres. Les rapports indiquaient que les Allemands avaient recommencé à se regrouper dans des zones plus reculées en préparation d'une contre-attaque plus massive, mais Keller ne comptait pas ralentir l'assaut. Il avait l'avantage et il ne comptait pas le laisser filer. Les Canadiens poursuivaient leur avancée à toute vitesse. À 14 heures, la pression alliée continuait de s'intensifier. Les forces canadiennes avaient atteint des positions stratégiques à proximité des lignes de ravitaillement allemandes. Ce qui devait être un terrain difficile à franchir avait été transformé par la rapidité et l'agression canadienne. Les Allemands, désorganisés et épuisés, n'avaient pas pu se réorganiser à temps. Le général Bradley, observant la situation de son propre poste de commandement, était désormais convaincu de la supériorité tactique canadienne. Il savait que la méthode de Keller, bien qu'au départ perçue comme risquée, avait permis aux Canadiens de prendre le contrôle de la situation et d'empêcher toute tentative de défense allemande efficace. Le déploiement rapide des troupes, couplé à l'attaque incessante, avait complètement désorganisé les défenses allemandes et offert à l'armée canadienne un avantage stratégique majeur. L'après-midi du 7 juin s'étira avec une intensité inouïe. Les Canadiens, malgré leur succès impressionnant sur la plage de Juno et dans les zones environnantes, savant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de relâcher leur pression. Le général Keller, même s'il était déjà un héros pour ses troupes, ne se laissait pas envahir par la célébration. La guerre était loin d'être gagnée et son esprit était concentré sur l'objectif suivant: maintenir l'élan et se préparer à de nouvelles attaques allemandes. Les rapports en provenance des avant-postes canadiens indiquaient que les Allemands se regrouperaient dans les heures à venir. Leur 21e division Panzer se redéployait à travers la campagne, déterminée à repousser l'avancée des Alliés. Les réservoirs allemands, redoutables et puissants, étaient désormais en marche vers la région de Carentan, mais Keller, en maître tacticien, avait anticipé cette manœuvre. Il savait que la clé résidait dans la rapidité de son approche, mais aussi dans la façon dont il utilisait les positions qu'il avait déjà prises. Les premiers combats de la journée avaient démontré la force de l'attaque canadienne, mais ce n'était que le début d'une série de batailles plus complexes. En se dirigeant vers Carentan, les Canadiens se retrouvaient confrontés à un terrain plus difficile, plus ouvert, mais également plus stratégique. La prise de cette ville clé pourrait isoler davantage les forces allemandes et couper leurs lignes d'approvisionnement vers le nord. Mais ce serait une bataille longue et difficile. À 15 heures, les premières escarmouches entre les blindés allemands et canadiens eurent lieu. Les Canadiens, bien que fatigués par leurs heures de combats incessants, ne ralentirent pas leur avancée. Des unités blindées se heurtèrent à des troupes allemandes lourdement équipées, mais l'initiative était toujours du côté des Canadiens. Les tanks allemands, bien que puissants, peinaient à s'organiser sur un terrain aussi dégradé par les combats. Les Canadiens, eux, avaient l'avantage de la surprise, des positions avancées et une stratégie fondée sur la rapidité.
Les soldats canadiens se déployaient avec une cohésion parfaite, s'appuyant sur l'expérience et la discipline forgées durant leurs manœuvres précédentes. Chaque escouade, chaque équipe savait exactement ce qu'elle devait faire. Les officiers étaient sur le terrain, incitant leurs troupes à ne jamais relâcher la pression. Dans les rues de Carentan, les Canadiens se faufilaient à travers les ruines des maisons, se battant dans chaque ruelle, chaque coin, tout en repoussant les contre-attaques allemandes. Les heures s'égrenaient, et chaque minute qui passait rapprochait les Canadiens de la victoire finale dans la région. Mais la résistance allemande, bien qu'affaiblie par la perte de ses fortifications et de ses positions stratégiques, continuait de livrer bataille. À 17 heures, les dernières lignes de défense dans la ville de Carentan commencèrent à céder. Les troupes allemandes, fatiguées et démoralisées, perdèrent leur position une à une. La ville, qui avait été un bastion stratégique pour les Allemands, était maintenant sur le point d'être complètement prise. À 18 heures, Keller reçut un rapport choquant. Non seulement les Allemands se repliant sur Carentan étaient en train de perdre pied, mais ils étaient également en train de se préparer à abandonner la région. Le général, bien que conscient que l'ennemi pouvait toujours faire face, savait que ce tournant marquait une étape décisive. La prise de Carentan ne signifiait pas la fin de la guerre, mais elle marquait un tournant dans la campagne de Normandie. Les Canadiens, désormais en contrôle des rues de Carentan, se préparèrent pour la dernière poussée vers la campagne intérieure. Les rapports des commandants alliés affirmaient qu'une percée à Carentan offrirait aux forces canadiennes une voie ouverte vers Saint-Lô, la prochaine étape de la libération de la France. Mais dans les ténèbres de la guerre, personne n'était dupe. Ce succès n'était qu'une étape dans une guerre toujours longue et sanglante. À 20 heures, la prise de Carentan fut officialisée. Les Allemands, ayant perdu leur position clé, se retirèrent dans l'arrière-pays où ils commencèrent à organiser une dernière tentative de résistance. Les Canadiens avaient non seulement pris le contrôle d'une ville stratégique, mais ils avaient aussi infligé un coup décisif à la résistance allemande. Le moral des troupes alliées était exceptionnel. Les Canadiens avaient compté démontrer qu'ils étaient les prêts à aller jusqu'au bout pour repousser l'ennemi. Au quartier général allié, des félicitations commencèrent à affluer, bien que les commandants sachent qu'il ne fallait pas se laisser emporter par l'euphorie. Les jours à venir seraient encore plus difficiles. Mais pour l'instant, le chemin tracé par les Canadiens était clair, maintenir l'élan et pousser encore plus loin. La victoire à Carentan était une victoire pour le Canada, mais aussi pour les Alliés dans leur ensemble. Les Canadiens avaient l'éprouvé que leur audace et leur détermination pouvaient changer le cours de la guerre. La nuit tomba, mais la lumière de la victoire brillait dans le cœur des soldats. Demain, ils seraient prêts à avancer encore plus loin, franchissant chaque obstacle qui se dresserait devant eux jusqu'à la victoire finale. Le 8 juin 1944, à l'aube, la première lumière du matin perça à travers les nuages lourds, une lumière chaude qui semblait en décalage avec l'intensité des combats de la veille. Le soleil se levait lentement sur une campagne dévastée, marquée par des dizaines de kilomètres de terrain occupés où les traces de la guerre étaient visibles à chaque coin. Les Canadiens, ayant maintenant pris le contrôle de Carentan, se tenaient des prêts pour la phase suivante de leur avancée. Le général Keller savait que la situation restait volatile. Bien que la résistance allemande ait été profondément affaissée, la route vers Saint-Lô, un point stratégique majeur pour les Alliés, allait être semée d'embûches. Les rapports indiquaient que les Allemands s'étaient regroupés, cherchant à se défendre et à reprendre pied sur le territoire qu'ils avaient perdu. Les positions blindées et les réserves de la 21e Panzer Division se rassemblaient, prêtes à affronter une nouvelle poussée canadienne. Cependant, la guerre n'était plus ce qu'elle était au début de la journée de Juno Beach. Les Canadiens avaient désormais une confiance farouche en leurs capacités. L'élan qu'ils avaient créé sur la plage était désormais la clé pour traverser les prochaines étapes. À 8h30, les premiers rapports indiquèrent qu'une contre-attaque allemande avait commencé à se former. La 21e Panzer Division, soutenue par des renforts en infanterie, se préparait à repousser les Canadiens au niveau de la ligne de Saint-Lô. Le terrain, plus ouvert et plus dégagé qu'à Carentan, offrait aux Allemands un avantage pour leurs tanks, mais ce terrain offrait aussi aux Canadiens la possibilité de manœuvrer rapidement et de surprendre l'ennemi. Keller, observant la situation depuis son poste de commandement, savait que l'initiative devait être préservée à tout prix. Il envoya immédiatement des ordres pour que ses troupes maintiennent la pression et ne laissent pas les Allemands reprendre leur souffle. Il fallait avancer en flanquant les positions ennemies et en les forçant à se replier plus loin dans l'intérieur des terres. Les troupes canadiennes se préparèrent à une offensive encore plus grande.
Les unités blindées se regroupèrent, prêtes à attaquer, soutenues par des unités d'infanterie qui occupaient des positions plus élevées. La coordination parfaite entre les différentes unités canadiennes, acquises lors des mois de préparation, faisait désormais la différence. À 10 heures, les premières unités blindées canadiennes se déployèrent et prenaient en charge les positions allemandes, tandis que l'infanterie avançait à un rythme rapide derrière elle. La 21e Panzer Division, en dépit de sa puissance, ne pouvait rivaliser avec la rapidité de l'offensive canadienne. Les Canadiens déployaient des tactiques agressives. Ils se déplaçaient rapidement d'une position à l'autre, maintenant la pression sans laisser de répit. Là où les Allemands espéraient en pouvoir organiser une résistance féroce, les Canadiens frappèrent déjà ailleurs, brisant les lignes défensives avant qu'elles n'aient le temps de se renforcer. À 11h30, les rapports en provenance de la zone de Saint-Lô étaient clairs. Les Canadiens étaient déjà à moins de 5 km de la ville, repoussant les forces allemandes dans une retraite précipitée. La ligne de front, qui semblait auparavant imprenable, commençait à s'effondrer. Les troupes canadiennes, fortes de leur succès, avançaient avec une telle vitesse que les Allemands peinaient à s'organiser. La résistance dans cette région de la Normandie était en train de se briser, et la route vers Saint-Lô semblait désormais dégagée. Les civils français, qui avaient observé les combats de loin, commencèrent à s'approcher à nouveau des lignes canadiennes. Cette fois, ce n'était plus la peur, mais l'espoir qui brillait dans leurs yeux. Les Canadiens avaient gagné la confiance des habitants des villes qu'ils traversaient, et ces civils apportaient des informations précieuses. Certains indiquaient les positions ennemies, d'autres offrirent des vivres et des soins aux blessés. Cette relation symbiotique entre les Canadiens et les Français contribuait à solidifier la position des Alliés dans cette campagne. À 12h30, les premières unités canadiennes entrèrent dans les faubourgs de Saint-Lô. La ville, bien que partiellement détruite par les bombardements précédents, restait un lieu stratégique vital pour l'avance alliée. L'objectif était désormais de sécuriser la ville, d'y installer des positions fortifiées et de préparer la prochaine étape de la campagne. Les Allemands, bien qu'ayant perdu beaucoup de terrain, avaient encore des forces importantes dans la région, mais leur capacité à résister aux attaques frontales des Canadiens s'était fortement réduite. L'après-midi se passa dans une série de petites escarmouches et d'affrontements sporadiques. Chaque ruelle, chaque bâtiment de Saint-Lô devenait un champ de bataille où les Canadiens, toujours aussi déterminés, nettoyaient systématiquement les dernières poches de résistance. À 14 heures, les premières unités canadiennes avaient pénétré au cœur de la ville, s'y installant de manière stratégique pour repousser toute tentative de contre-attaque. Les Allemands, désormais en déroute, étaient contraints de se replier plus loin vers l'intérieur du pays, laissant Saint-Lô entre les mains des Canadiens. À 15 heures, le général Keller reçut un rapport crucial. Les dernières lignes de défense allemandes dans la ville avaient été détruites ou capturées, et les Allemands qui se repliaient étaient poursuivis sans relâche. La ville de Saint-Lô était désormais sous contrôle total des Canadiens. C'était une victoire décisive, non seulement sur le plan militaire mais aussi symbolique. Saint-Lô, clé de l'avancée alliée dans cette région, tombait entre les mains des Canadiens. Keller savait que la campagne n'était pas terminée, mais ce qu'il venait de réaliser avec ses hommes marquait un tournant décisif. Après Juno Beach, Carentan et maintenant Saint-Lô, les Canadiens avaient non seulement surmonté de terribles obstacles, mais avaient également montré au monde entier leur capacité à changer le cours de la guerre. Les commandants alliés, qui avaient observé avec scepticisme les méthodes de Keller, étaient désormais unanimes. Les Canadiens étaient des forces de frappe inestimables dans cette guerre. La vitesse, la précision et l'audace de leur offensive avaient forcé tout le monde à revoir leur stratégie et à comprendre que la guerre pouvait être menée autrement. Les Canadiens avaient non seulement fait une percée stratégique majeure, mais ils avaient aussi changé la façon dont les guerres modernes seraient menées. Les rapports de fin de journée indiquaient que la ville de Saint-Lô était totalement sécurisée. Les Canadiens avaient non seulement gagné du terrain, mais ils avaient également créé une brèche dans les lignes ennemies qui allait marquer la progression alliée dans les semaines à venir. Le général Keller, bien que fatigué, savait que la bataille n'était pas encore gagnée, mais il avait désormais la certitude que son approche audacieuse était la clé pour forcer les Allemands à reculer. Le 9 juin 1944, à l'aube, alors que le jour se levait sur Saint-Lô, les premières lueurs du matin n'apportaient pas de répit aux soldats canadiens. Après les victoires successives de Juno Beach, Carentan et la prise de la ville stratégique de Saint-Lô,
Les Canadiens, forts de leur succès, se préparaient à de nouveaux défis. La résistance allemande, bien qu'affaiblie par les défaites de ces derniers jours, n'était pas encore prête à se rendre. Les Allemands, se regroupant derrière de nouvelles lignes de défense, s'attendaient à une contre-attaque alliée. Le général Keller savait que la bataille ne serait pas encore facile. Dès les premières heures, le calme habituel du matin était brisé par des bruits d'explosions lointaines, le grondement des moteurs de tanks et des échanges de tirs sporadiques entre les unités canadiennes et les dernières positions de résistance allemande. Les soldats canadiens, bien que fatigués, avaient retrouvé leur rythme. Ils savaient que chaque victoire était une étape de plus vers la libération de la France, mais la guerre était loin d'être terminée. Les rapports des avant-postes indiquaient que les Allemands, bien que fortement diminués, maintenaient des positions défensives solidement établies dans la région de Vire. Cette ville, à environ 30 km au sud de Saint-Lô, était un autre objectif stratégique pour les Canadiens. La route vers Vire était semée d'embûches. Les Allemands avaient déjà commencé à se replier sur cette position, se préparant à une défense acharnée. Le général Keller, cependant, n'avait aucune intention de ralentir l'avancée. Il savait que la clé de cette guerre était la vitesse. Chaque minute perdue permettrait à l'ennemi de reprendre du terrain et de renforcer ses défenses. La mission était claire: avancer rapidement, frapper fort et ne jamais laisser l'ennemi reprendre ses positions. À 8 heures, les premières unités blindées canadiennes se mirent en mouvement. Accompagnées d'infanterie, elles se dirigeaient vers le sud, vers Vire. Les Allemands, qui avaient encore des forces de réserve dans la région, se préparaient à une défense obstinée. Ils savaient qu'ils devaient tenir Vire pour éviter une rupture complète de leur ligne. Mais les Canadiens étaient en prêt. Chaque escouade, chaque unité, avait un seul objectif: la progression. À 10 heures, alors que les unités canadiennes approchaient des premières lignes allemandes près de Vire, les premiers combats éclatèrent. Les Allemands, ayant renforcé leur position avec des bunkers et des champs de mines, commencèrent à ouvrir le feu. Les Canadiens, habitués aux conditions difficiles des dernières semaines, ne se laissèrent pas intimider. Les tanks et les véhicules blindés canadiens, soutenus par l'infanterie, se lancèrent dans la bataille avec une précision chirurgicale. Chaque avancée, chaque prise de position était méticuleusement planifiée. Mais la défense allemande était coriace. Les soldats allemands, bien que démoralisés, étaient encore bien équipés et déterminés à défendre chaque centimètre de terrain. La bataille pour Vire devint rapidement une lutte acharnée pour chaque ruelle, chaque bâtiment, chaque point stratégique. Les Canadiens, malgré l'épuisement accumulé, ne ralentissaient pas. Ils avançaient, progressaient, repoussaient les lignes de défense ennemies une après l'autre. À 13 heures, les Canadiens avaient réussi à pénétrer dans les faubourgs de Vire. Les rues, étroites et envahies de débris, étaient devenues un véritable champ de bataille. Les explosions résonnèrent dans l'air et la poussière envahissait chaque recoin de la ville. Les canons canadiens faisaient feu avec une efficacité redoutable, écrasant les positions allemandes qui résistaient encore. L'armée canadienne avançait avec une confiance renouvelée, soutenue par le soutien de la population locale qui, après des années de souffrance sous le régime nazi, les accueillait en héros. Les civils français, qui avaient vu leurs maisons détruites et leurs familles dévastées, apportaient de l'eau, des vivres et parfois des informations cruciales sur les positions ennemies. Mais la ville de Vire, bien que pratiquement entourée, était encore loin d'être totalement sous contrôle. À 16 heures, un groupe de tanks allemands tenta une contre-attaque dans le centre-ville, espérant reprendre une partie de la ville. La bataille pour Vire prit alors un tournant décisif. Les Canadiens, soutenus par une couverture aérienne efficace et des tirs d'artillerie, réussirent à repousser les tanks allemands, détruisant plusieurs véhicules blindés et neutralisant les positions de tir ennemies. Les Allemands, maintenant clairement sur la défensive, commencèrent à se retirer plus profondément dans les terres. À 18 heures, les Canadiens avaient pris le contrôle total de Vire. Les pertes avaient été lourdes des deux côtés, mais la ville était maintenant entre les mains des Alliés. Les troupes canadiennes, bien que fatiguées, étaient galvanisées par leur succès. Leur avancée rapide, même en territoire hostile, avait permis de briser les lignes allemandes et de sécuriser une zone clé pour l'invasion alliée. Le général Keller reçut un message de félicitations de la part du quartier général allié. Bien que cette victoire à Vire fût significative, il savait que ce n'était qu'un autre pas dans la longue marche vers la libération complète de la France. Mais chaque victoire, chaque ville prise, chaque position clé conquise, renforçait la position des Alliés et faisait vaciller les fondations du Reich nazi.
À 20 heures, la situation à Vire était stable. Les dernières poches de résistance allemande avaient été écrasées et les Canadiens se préparaient à sécuriser les lignes de communication avant de continuer leur avancée vers d'autres objectifs. La nuit tombait, mais la lumière de la victoire brillait de plus en plus fort dans le cœur des troupes canadiennes. La guerre n'était pas encore gagnée, mais chaque victoire donnait de l'espoir. Les Canadiens avaient non seulement prouvé leur capacité à avancer à une vitesse inouïe, mais ils avaient également montré au monde entier que, malgré les obstacles et les pertes, leur détermination n'avait pas de limite. Le 10 juin 1944, à l'aube, la ville de Vire, désormais sous contrôle canadien, respirait un air de calme après des heures de combats intenses. Mais la guerre ne permettait aucune pause. Les Canadiens, bien qu'épuisés par les affrontements incessants de la veille, savaient qu'ils ne pouvaient se permettre de se relâcher. Leur objectif suivant était clair: avancer encore plus loin dans la campagne normande et prendre le contrôle des routes de ravitaillement essentielles, tout en maintenant la pression sur les Allemands qui, bien que débordés, n'étaient pas encore prêts à se rendre. À 7 heures, le général Keller reçut des rapports inquiétants. Les Allemands, bien que battus sur le terrain, avaient renforcé certaines de leurs positions défensives au sud de Vire, près de la ville de Domfront. Cette zone, traversée par de nombreuses routes stratégiques, était essentielle pour les déplacements des troupes alliées et pour couper les lignes de ravitaillement allemandes. Les Allemands avaient également mis en place des défenses plus solides, dont des champs de mines et des fortifications renforcées. Keller, toujours déterminé à maintenir l'élan de l'attaque, ordonna une nouvelle offensive pour déloger les forces allemandes de cette zone clé. Cependant, cette fois-ci, l'attaque serait plus délicate. Domfront, avec ses forêts environnantes et son terrain difficile, était un endroit idéal pour les Allemands pour organiser une défense plus efficace. Les premières unités blindées canadiennes commencèrent à se déplacer à 8 heures, appuyées par des unités d'infanterie et des véhicules de génie. Le terrain accidenté ralentissait leur progression, mais les Canadiens, aguerris par leur expérience des combats dans des conditions similaires, avançaient avec une détermination sans faille. Leur stratégie consistait à prendre Domfront par les flancs en évitant une confrontation directe sur les points les mieux défendus. À 9 heures, alors que les forces canadiennes approchaient de Domfront, une violente explosion secoua le sol. Un champ de mines allemand avait été déclenché à l'avant-garde des troupes canadiennes. Le bilan était lourd, plusieurs soldats avaient été blessés, mais la réponse des Canadiens fut immédiate. L'infanterie et les équipes de déminage se mirent rapidement en action pour désamorcer les mines et ouvrir un passage sûr pour les autres unités. Les combats se poursuivaient à un rythme soutenu. À 11 heures, une série de tirs de barrages allemands frappa les positions canadiennes, créant des confusions dans les rangs. Cependant, les Canadiens, bien entraînés à travailler sous pression, réagirent vite. Les tanks se déplacèrent rapidement, soutenant l'infanterie qui progressait dans les bois denses entourant Domfront. Les soldats canadiens progressaient, repoussant les attaques isolées des Allemands tout en avançant méthodiquement vers la ville. Les Allemands, bien qu'ayant fortifié leur position, étaient de plus en plus débordés. Ils avaient sous-estimé la rapidité de l'attaque canadienne et, bien que leur ligne de défense ait été solide, la tactique de Keller, basée sur la vitesse et la mobilité, leur échappait. À 12 heures, les premières unités canadiennes franchirent les limites de Domfront et purent établir des positions avancées dans la ville. Les Allemands, désorientés par l'intensité de l'attaque, commençaient à se retirer. Les Canadiens se déplacèrent rapidement dans la ville, nettoyant les rues et forçant les derniers groupes de résistants allemands à se rendre ou à fuir vers des positions encore plus reculées. À 13 heures, le rapport des unités en première ligne indiqua que Domfront était maintenant presque entièrement sous contrôle. Les forces canadiennes avaient non seulement conquis une ville clé, mais avaient également réussi à couper les voies de ravitaillement cruciales pour les Allemands, ce qui leur permettait de prendre une position stratégique majeure dans la campagne. À 14 heures, le général Keller, bien qu'heureux de la réussite de l'opération, savait que la situation restait fragile. Les Allemands se replieraient sûrement sur des positions plus défensives, mais la pression alliée continuait. Keller ordonna immédiatement de sécuriser toutes les routes principales menant à la ville, tout en s'assurant que les équipes de déminage et les ingénieurs poursuivaient leurs travaux pour garantir la sécurité des lignes de ravitaillement alliées. Dans l'après-midi, les Canadiens commencèrent à préparer leur prochain mouvement. Le succès à Domfront était un coup décisif porté à l'effort de guerre allemand, mais ils savaient que chaque victoire était suivie de nouvelles batailles. Les troupes canadiennes,
maintenant en position dominante, se préparaient à pousser plus loin, toujours plus au sud. L'objectif suivant était de sécuriser la zone de Falaise, une autre ville stratégique située à proximité. Le général Bradley, de son côté, salua l'efficacité des troupes canadiennes. Il se rendait compte à chaque étape de l'offensive que l'approche audacieuse et rapide de Keller portait ses fruits. La guerre, pour les Canadiens, devenait une série de victoires successives qui avaient modifié la dynamique du conflit en Normandie. Les forces alliées, sous la pression des offensives canadiennes, se retrouvaient maintenant sur la défensive, incapables d'empêcher les progrès constants des troupes. Le soir du 10 juin, alors que les premières lignes de l'armée canadienne atteignaient les banlieues de Falaise, les rapports de la journée étaient clairs. La campagne normande, en grande partie grâce à l'agression et à la rapidité des Canadiens, était en train de basculer en faveur des Alliés. Chaque victoire renforçait la position de Keller et de ses troupes, mais tout le monde savait que de nombreuses batailles restaient encore à mener. Le 11 juin 1944, à l'aube, le matin sur les plaines normandes était froid et brumeux. Mais pour les Canadiens, chaque lever de soleil marquait un autre jour de victoire. Le 10 juin avait été une journée marquante, avec la prise décisive de Domfront, une ville stratégique clé. Mais ce succès n'était qu'une étape sur un chemin semé d'embûches, et les Canadiens ne se permettaient pas de se reposer. Leurs yeux étaient échafancés sur Falaise, la prochaine grande cible dans cette offensive rapide et implacable. À 7 heures, les premières unités canadiennes quittèrent Domfront, prêtes à attaquer de nouvelles positions. La ville, bien que partiellement détruite par les bombardements alliés et les combats précédents, représentait désormais un point tournant. La prise de cette zone avait considérablement affaibli les lignes de ravitaillement allemandes, mais l'ennemi restait une menace. Falaise, située à moins de 30 km au sud, représentait un carrefour stratégique crucial. La prise de cette ville serait une victoire symbolique et militaire majeure. Le général Keller savait que Falaise ne serait pas facilement prise. Les Allemands, bien que repoussés, avaient encore une capacité de résistance importante dans la région. Leur contre-attaque précédente sur Domfront, bien que rapidement repoussée, avait montré qu'ils n'avaient pas encore abandonné. Mais Keller comptait sur la rapidité et la surprise pour désorienter les Allemands et les forcer à une nouvelle retraite. L'objectif était clair, ne pas leur laisser le temps de se regrouper et de consolider leur position. À 9 heures, les premières unités blindées canadiennes traversaient les champs ouverts en direction de Falaise avec le soutien d'unités d'infanterie. La résistance allemande se faisait de plus en plus faible à mesure que les Canadiens approchaient là. Les positions avancées ennemies, tenues par des troupes démoralisées, cédaient une à une sous la pression des attaques combinées de l'infanterie et des tanks. Mais malgré les progrès, les Canadiens savaient que la ville elle-même serait un autre défi. Les Allemands, avec leurs dernières unités blindées et des défenseurs déterminés, avaient établi des lignes de défense solides à l'entrée de la ville. Le terrain autour de Falaise, parsemé de haies et de champs ouverts, offrait une couverture suffisante pour ralentir l'attaque canadienne. À 10 heures, un premier affrontement direct se produisit près des faubourgs de Falaise. Les canons allemands ouvrirent le feu, mais les Canadiens, habitués à ces conditions de combat, répondaient avec force et précision. L'artillerie canadienne riposta immédiatement, pulvérisant les positions de défense allemandes avec une efficacité redoutable. Les tanks canadiens, utilisant leur blindage épais et leurs canons puissants, firent irruption dans les lignes ennemies, avançant à travers les champs dégagés. L'infanterie, de son côté, progressait avec une rapidité implacable, forçant les Allemands à se replier vers les quartiers plus intérieurs de la ville. À 12 heures, les Canadiens approchaient des premières rues de Falaise. La ville était encore bien défendue, mais les poches de résistance étaient moins organisées et de plus en plus désespérées. Les unités allemandes, prises en étau entre les forces canadiennes et la poussée alliée venant d'autres secteurs, perdèrent rapidement leur cohésion. Le moral des troupes était au plus bas, et la pression exercée par l'attaque canadienne commençait à avoir raison de leur capacité à résister. À 13 heures, une percée majeure eut lieu. Les Canadiens, ayant nettoyé les dernières positions sur les bords de la ville, pénétraient dans Falaise. La résistance allemande, bien que tenace, commençait à se dissoudre. Les soldats canadiens, avancés au cœur de la ville, commencèrent à sécuriser les points stratégiques, tout en nettoyant les bâtiments qui avaient été utilisés comme positions fortifiées. Les tanks canadiens, soutenus par l'infanterie, faisaient des ravages dans les positions restantes, frappant avec une brutalité calculée. À 15 heures, les rapports indiquaient que plus de 60% de la ville était désormais sous contrôle canadien.
Les Allemands, incapables de tenir face à la force d'attaque combinée, commençaient à se retirer. De plus en plus de soldats allemands se rendaient, tandis que les unités restantes tentèrent de quitter la ville pour se regrouper à l'extérieur. Le général Keller, bien que satisfait des progrès, savait que la fin de la bataille pour Falaise n'était pas encore en vue. À 16 heures, un dernier assaut majeur avait lieu, alors que les forces canadiennes progressaient dans le centre-ville. Les Allemands, acculés, tentaient une dernière résistance pour protéger les points stratégiques, mais leur défaite était désormais inévitable. À 17 heures, le rapport final arriva. Falaise était désormais totalement sous contrôle canadien. La ville, qui avait été un bastion de la résistance allemande pendant des semaines, était désormais libérée. Les Canadiens, fatigués mais victorieux, purent enfin souffler un peu après une journée de combat acharné. La ville avait été durement touchée, mais la victoire canadienne permettait désormais de préparer la prochaine étape, le nettoyage complet de la région et la poursuite de l'avancée vers le sud. La prise de Falaise représentait non seulement une victoire stratégique majeure, mais elle marquait aussi un tournant dans la campagne de Normandie. Le mur de l'Atlantique, longtemps redouté par les Alliés, était maintenant largement percé. Les troupes allemandes, battues sur plusieurs fronts, se retrouvaient de plus en plus sur la défensive. À 19 heures, les premières unités canadiennes commencèrent à se préparer pour leur prochain mouvement. La route vers le sud était dégagée, mais la guerre continuait. Le général Keller savait que, bien qu'il ait remporté une série de victoires décisives, il restait encore des batailles à mener. Cependant, chaque victoire était un pas de plus vers la libération complète de la France. Le 12 juin 1944, à l'aube, après la prise décisive de Falaise, la pression ne cessait de s'intensifier sur les troupes canadiennes. Les combats acharnés de ces derniers jours avaient tôt laissé des traces, mais la victoire semblait à portée de main. La ville était désormais sous contrôle canadien, mais les Allemands, bien qu'affaiblis, n'étaient pas encore battus. Le général Keller savait qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser les forces ennemies se regrouper. Le moment était venu d'accélérer l'offensive, de forcer l'ennemi à se retirer complètement et de pousser vers le sud afin de finaliser la libération de la région. Les rapports en provenance des quartiers généraux alliés annonçaient des mouvements allemands dans la région de la Roche-Derrien, une petite ville au sud-est de Falaise. Il était impératif de neutraliser toute possibilité de contre-attaque avant que les Allemands ne puissent se réorganiser. Keller avait déjà ordonné la mobilisation des troupes pour avancer sur ce secteur. À 7 heures, les premières unités blindées canadiennes quittèrent les positions autour de Falaise, se dirigeant vers la ville de la Roche-Derrien. Cette fois-ci, la mission était plus claire que jamais. Il fallait prendre la ville rapidement et couper les dernières lignes de communication des Allemands dans la région. L'armée canadienne, forte de ses succès récents, était prête à pousser encore plus loin. Les conditions étaient si difficiles. Le terrain était accidenté, parsemé de forêts et de champs dévastés par les combats précédents. La progression était lente mais méthodique. Les Canadiens étaient déterminés à ne pas laisser de répit aux Allemands qui avaient renforcé leur position dans cette zone. À 9 heures, les premiers échanges de tirs eurent lieu alors que les avant-gardes canadiennes pénétraient dans la périphérie de la Roche-Derrien. Les Allemands, qui avaient établi des points de défense dans les rues étroites et les bâtiments en ruine, ripostèrent immédiatement. Mais contrairement aux premières résistances canadiennes qu'ils avaient rencontrées dans des villes comme Domfront ou Carentan, les Canadiens étaient maintenant beaucoup plus aguerris et leur approche tactique avait été affinée. Les tanks canadiens, soutenus par l'infanterie et les équipes de génie, s'attaquèrent aux positions ennemies avec une rapidité impitoyable. La stratégie de Keller reposait sur la vitesse et la surprise. Il ne voulait pas d'un combat prolongé. À 10 heures, les Canadiens, bien que confrontés à une résistance acharnée, commencèrent à avancer plus profondément dans la ville, nettoyant les rues et repoussant les poches de défense une par une. Les Allemands, incapables de tenir la ligne, commencèrent à se replier dans les zones plus reculées, abandonnant progressivement la ville. Mais leur retraite n'était pas encore complète et quelques positions bien défendues causaient encore des pertes importantes aux Canadiens. Toutefois, la situation devenait de plus en plus favorable pour les Alliés à mesure que la journée avançait. À 12 heures, les forces canadiennes avaient réussi à prendre le contrôle des quartiers les plus stratégiques de la Roche-Derrien. Le centre-ville était encore sous de légères tensions, mais les lignes de défense allemandes s'effondraient rapidement. Les derniers groupes de résistance étaient encerclés et, dans l'après-midi, commencèrent à se rendre en masse. À 13 heures, le rapport final sur la prise de la ville arriva.
La Roche des Riens était désormais sous contrôle total des Canadiens. Les derniers éléments de la résistance allemande se repliaient en direction de la zone frontalière, tandis que les forces canadiennes sécurisaient les points de ravitaillement et les communications dans la ville. La prise de la Roche des Riens était une victoire supplémentaire pour les Canadiens. Non seulement elle consolidait leur position dans la région, mais elle marquait aussi un pas de plus vers la coupure totale des lignes de ravitaillement allemandes. Chaque ville conquise, chaque point stratégique pris, affaiblissait davantage les Allemands. Le général Keller, bien que satisfait de la victoire, savait que les mois à venir seraient longs. Les Allemands étaient sur la défensive, mais la guerre n'était pas encore terminée. Il ordonna à ses troupes de se préparer à l'attaque suivante, plus au sud, vers Argentan, où la résistance ennemie serait probablement plus forte. L'après-midi s'étira, alors que les Canadiens mettaient en place des défenses et sécurisaient sur les routes vers les villes voisines. L'atmosphère était calme après la tempête, mais tous savaient que la suite de l'offensive pourrait être tout aussi difficile. Cependant, avec chaque victoire, l'espoir grandissait. Le chemin vers la libération de la France était de plus en plus clair, et les Canadiens étaient en tête. À 19h, les rapports du quartier général allié annoncèrent que les Allemands avaient commencé à se retirer plus loin dans les terres, abandonnant la plupart de leurs positions dans la région. La victoire d'A la Roche des Riens, bien que tactiquement importante, n'était qu'une étape dans une offensive beaucoup plus grande. Les Canadiens, cependant, avaient montré à nouveau leur capacité à frapper vite et fort, écrasant les lignes ennemies à chaque étape. Le 14 juin 1944, à l'aube, les premiers rayons du soleil se levaient lentement sur un champ de bataille silencieux, mais l'atmosphère était tendue. Après des semaines de combats intenses, de victoires décisives et de pertes significatives, l'offensive alliée avait atteint un tournant. Les Canadiens, dont la détermination et la rapidité avaient déjà marqué la campagne de Normandie, se tenaient en prêt pour l'assaut final. Les Allemands, bien que désorganisés et repoussés au-delà des villes clés comme Falaise et la Roche des Riens, n'avaient pas encore été vaincus. Le général Keller savait que le moment était venu de porter un coup décisif, une fois pour toutes, et de mettre fin à cette phase de la guerre. Les rapports en provenance du quartier général allié confirmèrent la situation. Les Allemands se repliaient dans un chaos croissant, mais il restait une menace sérieuse. La ligne de front était désormais plus stable, mais les forces alliées devaient faire face à des poches de résistance plus féroces. Le général Keller, ayant gagné l'approbation de ses supérieurs pour mener l'attaque finale, savait que cette dernière offensive allait être cruciale. La victoire à la Normandie était à portée de main, mais chaque pas vers cette victoire pourrait coûter des vies. Les Canadiens ayant libéré la majeure partie de la région, se préparaient maintenant à pénétrer plus profondément dans la France occupée. Les objectifs étaient clairs, encercler les derniers vestiges des forces allemandes et empêcher toute possibilité de résistance organisée. La route menant à Paris était ouverte, mais il fallait d'abord sécuriser les derniers bastions de l'ennemi dans les régions du sud-ouest de la Normandie, principalement autour de la ville de Argentan. À 8 heures, les unités canadiennes commencèrent leur mouvement en direction du sud. L'attaque était bien coordonnée. Les blindés, les équipes d'infanterie et les véhicules de soutien se déployaient à la perfection, prêts à affronter la dernière ligne de défense allemande dans la région. L'approche de l'ennemi était connue, mais le terrain accidenté et les conditions météorologiques peu favorables compliquaient les manœuvres. Les Allemands, acculés, résistaient avec une force désespérée. Les premiers échanges de tirs eurent lieu à 10 heures. Les Allemands, positionnés dans des fortifications renforcées, ouvrirent le feu sur les avant-postes canadiens. Mais les troupes canadiennes étaient prêtes. Leur préparation avait été minutieuse. Ils avaient appris à contrer chaque manœuvre de l'ennemi et à utiliser le terrain à leur avantage. L'artillerie canadienne riposta immédiatement, frappant avec une précision mortelle les positions de l'ennemi. En parallèle, les unités blindées fonçaient sur les lignes allemandes, écrasant les résistances qui se tenaient sur leur passage. À 11h30, les Canadiens approchèrent des premières lignes défensives allemandes autour d'Argentan. Une résistance féroce se faisait sentir, mais les Allemands, voyant les forces alliées se déployer autour de leur ville, commençaient à perdre confiance. Les troupes canadiennes attaquaient avec la même vitesse et la même détermination qui avaient marqué leur succès tout au long de la campagne. Chaque bâtiment, chaque position ennemie était nettoyé avec une efficacité meurtrière. Les Allemands, bien qu'ayant encore de nombreuses forces en réserve, ne pouvaient plus suivre le rythme de l'attaque. À 13 heures,
Les premières unités canadiennes pénétrèrent dans le centre d'Argentan. La ville, qui avait été un bastion de résistance depuis plusieurs semaines, était maintenant en grande partie sous contrôle. Les Canadiens ne se relâchaient pas. Les résistants allemands qui s'étaient réfugiés dans les bâtiments restants étaient capturés ou neutralisés rapidement. Le combat s'intensifiait dans les rues, mais la supériorité tactique et la détermination canadienne avaient fait pencher la balance en leur faveur. À 14 heures, les dernières poches de résistance s'éteignaient. Argentan était prise et avec elle, les dernières lignes de défense solides allemandes dans la région étaient éliminées. L'attaque finale, menée avec une précision implacable, avait ouvert la voie à l'avancée des Alliés vers le cœur de la France. Les Allemands se repliaient dans un désordre total, incapables de stopper l'avancée des Canadiens. Le général Keller reçut des félicitations de ses supérieurs, mais il savait qu'il restait encore du travail à faire. Les Canadiens avaient joué un rôle essentiel dans la percée finale, mais il fallait maintenant sécuriser la région et préparer l'assaut vers Paris. Pourtant, cette victoire à Argentan représentait un moment décisif dans la campagne de Normandie. Les Allemands avaient été repoussés et, à partir de ce jour, leur défaite était inéluctable. Le 14 juin marqua ainsi la fin de la première grande phase de la libération de la France. Les Canadiens avaient joué un rôle crucial dans ce tournant de la guerre, transformant l'élan de l'offensive alliée en une avancée irréversible. La route vers Paris était désormais ouverte et l'invasion du reste du territoire français ne tarderait pas à suivre.